Les défis du Sahel sont ceux-là qui sont liés à de multiples vulnérabilités auxquelles sont exposées les populations sahéliennes. Parmi ces vulnérabilités, il en est quelques-unes qui tiennent à l'écologie, à l'environnement. Nous sommes au Sahel dans un environnement particulièrement aride, et l'aridité est une donnée structurelle qui induit un certain nombre d'aléas climatiques, et les populations qui vivent pour l'essentiel de l'exploitation de la biomasse sont donc forcément sensibles aux aléas climatiques. Et il y a donc une insécurité qui est d'ordre climatique. Il y a une insécurité d'ordre économique lorsque, comme dans beaucoup de pays du Sahel, plus de la moitié des jeunes n'arrivent pas à trouver d'emploi et ne sont plus non plus dans les systèmes éducatifs. Il est clair qu'il y a une insécurité économique qui les empêche de jouer le rôle qui devrait être le leur dans une société qui a besoin de mobiliser tous ses bras et toutes ses énergies. Et cette situation qui affecte les jeunes affecte également les femmes. Or, on sait que dans toutes nos sociétés, les femmes et les jeunes constituent une majorité démographique, et le fait que cette majorité démographique soit exclue des circuits productifs pour des raisons qui tiennent à l'économie politique, au mode d'organisation qui existe dans nos pays, il y a là évidemment une source d'insécurité, il y a surtout là une source de frustration. Et puis, il y a des vulnérabilités qui tiennent à la façon dont nos sociétés sont organisées. Nous sommes dans des sociétés d'ordre et de caste, même si aujourd'hui, du fait de la rente migratoire et du fait de la démocratisation, il y a quelques failles, quelques craquements qui apparaissent dans le système d'ordre et de caste, mais il reste que les jeunes sont considérés comme des cadets sociaux, ainsi que les femmes d'ailleurs, dans une société qui reste gérontocratique et patriarcale. Et de ce fait, l'exclusion d'un grand nombre de gens des sphères de décision, à la fois traditionnelles et modernes, se traduit par des frustrations qui, lorsqu'elles sont cumulées, évidemment, sont à la base d'un certain nombre de réponses inappropriées peut-être, mais qui sont des réponses tout à fait compréhensibles. C'est des réponses par la violence, c'est des réponses par la résistance, c'est des réponses par le refus de se soumettre à l'ordre dominant, et c'est autant de choses que l'on voit qui sont à la base, je dirais, de l'insécurité dans nos pays. Mais les politiques à mettre en œuvre, elles sont à mon avis de 4 ordres. Premièrement, il faut sans doute repenser au cadre macroéconomique. Il faut faire en sorte que l'allocation de ressources, que les politiques budgétaires, les politiques fiscales, les politiques monétaires, dans le cas des pays ayant le CFA en commun, que ces politiques-là servent le plus grand nombre et ne soient pas simplement des espèces de politiques pour consolider le pouvoir de ceux qui le détiennent déjà. Il y a donc une rupture à opérer dans les choix macroéconomiques. Il y a également, en second lieu, qu'il est nécessaire de faire en sorte que les ressources productives que sont la terre, l'eau, mais de plus en plus aussi l'accès au crédit, que ces ressources productives ne soient pas l'apanage exclusif d'une minorité, mais soient mises au profit de la grande majorité. Et de ce point de vue-là, on ne peut que s'inquiéter du phénomène que l'on voit dans nombre de pays où il y a un accaparement des terres, une expropriation de droit ou de fait des paysans au profit d'un certain nombre de groupes puissants, quelquefois étrangers, qui mettent en péril l'avenir de ces zones, l'avenir de zones agricoles. Le troisième domaine dans lequel des ruptures me semblent également nécessaires, c'est tout ce qui concerne les politiques sociales. L'emploi est un moyen de valorisation du capital humain. Mais le capital humain, il est constitué sur la base d'une éducation et d'une santé qui sont des droits. Le droit à la santé, le droit à l'éducation sont reconnus dans nos constitutions. Il faut donc faire en sorte que cette reconnaissance par les constitutions ne reste pas lettre morte. Or, à quoi assiste-t-on? Dans nombre de pays, précisément en raison de l'insécurité, on investit davantage dans le tout sécuritaire, dans le renforcement des dépenses militaires,
plutôt que dans l'éducation. Et dans nombre de nos pays, le système éducatif est aujourd'hui ruiné et le système sanitaire est à l'agonie. Il y a donc là un véritable problème. Il faut que nous acceptions d'investir dans ces secteurs parce que ne pas le faire, c'est courir le risque d'un développement qui ne sera pas humain. Or, un développement qui n'est pas humain n'est pas durable. La croissance n'a de sens que si elle se traduit par une amélioration des conditions des êtres humains. Et pour cela, il faut des politiques sociales judicieuses, audacieuses et inscrites dans la durée. Et puis, quatrième domaine où des réformes sont nécessaires, c'est tout ce qu'on appelle, d'un mot un peu bateau maintenant, la gouvernance, c'est-à-dire les relations entre l'État et les citoyens. Il y a des choses que seuls les États peuvent faire. Parmi ces choses, il y a l'aménagement d'un cadre réglementaire et législatif qui permettent à tous les acteurs d'une société de donner une contribution à la construction de cette société. Il faut donc des États qui soient fonctionnels, des États qui soient forts et des États qui disposent d'une légitimité. Mais un État fort n'est pas nécessairement un État autoritaire. On peut être fort de la force morale que l'on détient du fait que l'on répond aux attentes de ces populations. On peut être fort par l'expertise dont on dispose et qu'on peut mobiliser. Il nous faut en tout état de cause des États qui soient dimensionnés de façon à répondre à des défis qui quelquefois dépassent les frontières nationales, qui ne peuvent être résolus que dans un cadre régional. Je pense par exemple aux problèmes de défense ou aux problèmes d'environnement ou aux problèmes de santé, parce que les virus n'ont pas besoin de passeport pour voyager. Et il faut donc concevoir des réponses à l'échelon régional. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de raison que l'État veuille gérer tout, y compris entrer dans les chambres à coucher des ménages pour vouloir tout régimenter. Il faut décentraliser dans un certain nombre de cas et céder le pouvoir à des communautés pour que l'administration soit plus proche des administrés. Et il faut, dans d'autres cas, renoncer à une partie de notre souveraineté au profit d'entités régionales, parce que c'est à ce niveau-là et à cet échelon-là que les réponses adéquates peuvent être trouvées. Il me semble donc qu'il y a 4 domaines, et dans ces 4 domaines, les ruptures s'imposent. Si rien n'est fait, je crains malheureusement que la réponse, nous l'avons sous les yeux. Regardez les foyers de guerre, regardez les zones où il n'y a plus de vie, regardez les zones où le Sahel donne l'image d'une région qui est à l'abandon, où l'État n'est plus présent. Il y a beaucoup de régions dans le Sahel où l'État n'est plus présent, parce que simplement des groupes armés ont pris le contrôle, etc.